Alors, quand je parle de Ward, effectivement, c'est que la filière des infrastructures numériques a, depuis la fin de l'année dernière, son comité stratégique de filière. Alors, ça a l'air de rien dit comme ça, mais c'est quand même une très très belle reconnaissance pour une filière qui s'est structurée 7 ans avant d'être connue en tant que telle. Donc, Pierre-Michel Attali, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette aventure, qui l'a portée, parce que c'est l'ensemble des acteurs de la filière, et ce que ça veut dire, et les 3 critères qui font qu'aujourd'hui, voilà, vous avez été reconnu comme filière stratégique. Ok Sébastien, donc merci, et bonjour à tous pour ceux que je n'ai pas vus. Je voulais juste dire déjà en préambule que, alors déjà je suis très heureux d'être à Deauville une nouvelle fois, donc merci, et que je remplace Étienne Dugas, donc le président d'Infranum, qui devait intervenir aujourd'hui et qui, comme d'autres, l'ont déjà évoqué, et intervient à Amsterdam au FTTH Council Europe. Où il pleut également. Et c'est effectivement important, où il pleut probablement en tout cas. C'est ce qu'on m'a dit. Je vais pas vérifier aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est aussi important pour la filière, justement, et j'en parlerai dans 2 ou 3 minutes, d'être présent à l'international, au-delà de tout ce qui se fait en France avec le plan France Très Haut Débit, et d'aller un petit peu plus loin pour le développement donc, des entreprises. Alors effectivement, nous, on est très heureux au niveau d'Infranum de cette labellisation pour ce comité stratégique pour les infrastructures numériques. C'est un travail qui a démarré il y a plusieurs années, notamment, je m'en souviens, lors d'une réunion de présentation de l'observatoire FIRIP Infranum à la Banque des Territoires, à l'époque c'était la Caisse des dépôts, en présence du ministre de l'économie, qui maintenant est donc le président Macron, et où ce premier point avait été évoqué et a permis en fait de lancer l'opération en lien avec d'autres fédérations et grâce à un travail collectif qui a été fait par Infranum, mais aussi par la Fédération française des télécoms, la FFT, par l'AFNUM, qui s'est fortement impliquée, par le CICABEL, donc qui regroupe les câbliers comme Prismian, par exemple, qui est intervenu là à l'instant avec Marc, donc les câbliers français, européens, donc un ensemble de fédérations qui se sont mobilisées pour que cette filière soit labellisée par l'État, au même titre que d'autres filières qui sont la force au niveau industriel français, comme l'automobile, comme l'aéronautique, comme l'agroalimentaire, par exemple. Alors pourquoi est-ce que l'État, me semble-t-il, a soutenu cette filière, a déclenché cette labellisation, mais Régis nous en parlera également. Effectivement, parce qu'il y a plusieurs défis à relever, notamment 3 défis qui me semblent importants, qui ont déjà été en partie évoqués ce matin, qui vont être évoqués également cet après-midi. Le défi de l'emploi. Donc pour développer cette filière et pour assurer une connectivité THD partout sur tout le territoire, il faut déployer des réseaux, il faut déployer de la fibre optique, faire appel également à d'autres technologies, radio, satellite, et ça mobilise des volumes d'emplois importants. Par exemple, sur la filière qui concerne les entreprises d'Infranum sur la conception des réseaux, le déploiement, leur exploitation, leur maintenance, leur commercialisation. C'est 15 000 emplois qui étaient mobilisés en 2018. On estime qu'on en aura plus de 21 000 sur 2019 pour déployer les réseaux. Et donc, très concrètement, sur 2019, c'est 6 400 emplois nouveaux qui sont nécessaires sur l'ensemble du territoire national pour réaliser les millions de prises qui ont été évoquées par plusieurs intervenants, notamment par Guillaume pour l'ARCEP. 6 400 emplois. Sur la région Normandie, c'est 300 emplois nouveaux nécessaires en 2019 au niveau des entreprises pour réaliser les déploiements. Sur les Hauts-de-France, où le volume de prise à réaliser est plus important, c'est 600 emplois. En Ile-de-France, c'est 1300 emplois nouveaux, toujours, j'insiste, qui sont nécessaires. Donc ça, c'est important. Il y a, me semble-t-il, une vraie pénurie de main-d'œuvre au niveau des entreprises pour réaliser ces déploiements. Il y a un gros effort qui a été fait en matière justement de production de câbles optiques. C'était un des points que j'avais évoqué il y a 1 an. Oui. On avait vraiment des craintes à ce niveau-là.
Prysmian a rappelé que la filière s'est mobilisée, qu'il y a de plus grosses capacités de production qui ont été mises en place. Il reste probablement des besoins pas forcément totalement couverts, mais à mon sens, le goulet d'étranglement, maintenant, il reste peut-être sur le câble, mais il est d'abord sur les effectifs, les RH, les entreprises, les intégrateurs, pour être en mesure, avec de la main-d'œuvre qualifiée, de se déployer et de déployer les réseaux avec une bonne qualité de pose pour assurer derrière des raccordements de qualité, une bonne exploitation des réseaux. Et là aussi, il va y avoir à moyen terme des besoins importants en termes d'exploitation, maintenance de ces réseaux qui ne vont pas marcher tout seuls. Donc, nouveaux emplois, 6400 nouveaux emplois au niveau national, 300 en région Normandie, des plateaux de formation qui se sont mis en place, qui maillent maintenant bien le territoire. On était plusieurs ici à être présents fin février avec TDF, avec SFR, notamment à l'inauguration du hub Nikola Tesla en Val d'Oise, avec une inauguration faite par Valérie Pécresse. C'était extrêmement intéressant, parce qu'on a un plateau de formation finalement qui ressemble un peu à un aéroport neutre, ouvert, avec des compagnies aériennes qui sont les organismes de formation qui peuvent se poser et dispenser leur formation. Alors je vous évoque ça parce qu'avec la problématique ADP actuellement, ça me parle. Et, sauf que c'est déjà privatisé là. En tout cas, c'est le syndicat mixte Val d'Oise Numérique qui a porté l'opération et qui porte l'opération sur ce plateau de formation qui peut héberger des organismes publics ou privés de formation. Donc ça, c'est intéressant. Donc vraie problématique au niveau de l'emploi pour déployer les réseaux. Donc je vais pas revenir parce que ça a déjà été évoqué, mais c'est vrai qu'il nous faut maintenant, si on veut tenir les 30 millions de prises FTTH à fin 2022, un peu plus de 4 millions de prises déployées chaque année. Mmh. On n'y est pas en 2018, on est à 3,3 millions de prises déployées, même si on a fait 1 million sur le dernier trimestre. Guillaume l'a rappelé. Mmh. On est encore un peu en dessous de ce qui serait nécessaire, même si ça progresse, notamment dans les RIP. Plus de 200 000 prises déployées au 4e trimestre 2018 dans les réseaux d'initiative publique, donc une vraie accélération. Ce qui permet, sur la zone RIP, d'atteindre, il y a encore beaucoup de boulot, mais 2 millions de prises au total déployées sur la zone des réseaux d'initiative publique. Mais on sent qu'il y a une vraie mobilisation, y compris sur cette zone des collectivités locales. Alors le deuxième défi, et je vais aller un peu plus vite, pour permettre aussi aux autres intervenants... Premier défi, la création d'emplois. Voilà, premier défi, création d'emplois. Stratégique parce qu'on a un gros potentiel de création d'emplois. Exactement. Deuxième défi à relever, autour du numérique, c'est favoriser l'innovation sur l'ensemble des territoires, grâce à la fibre, grâce à la 5G qui va arriver, grâce aux autres technologies. On doit avoir de l'innovation pour le citoyen, pour le grand public, mais aussi pour les entreprises, pour les collectivités dans les territoires. Donc favoriser cette innovation. Donc je pense que c'est aussi un des moteurs qui a conduit l'État à labelliser cette filière pour qu'on arrive à développer progressivement des territoires connectés, des smart territoires qui sont encore une fois vraiment dans l'ADN d'Infranum. Infranum, c'est infrastructure numérique pour construire des réseaux, mais aussi Infranum, c'est 200 entreprises qui sont partenaires des territoires connectés. Donc pouvoir développer, grâce à ces technologies, grâce à l'innovation, des services pour le citoyen, pour la collectivité, dans la e-santé, dans le véhicule autonome, dans l'agriculture connectée. Moi, j'ai assisté au rendu d'une étude qu'a menée l'IDAT et qui a été présentée il y a 2 jours sur l'agriculture connectée. Et j'ai été assez bluffé. Je ne savais pas que le numérique avait embarqué, que les agriculteurs avaient embarqué le numérique très largement dans leur activité, avec par exemple au niveau des animaux, au niveau des bovins, des ovins, d'ores et déjà 80 000 vaches par exemple équipées de capteurs pour suivre la santé des animaux, pour la localisation. Suivre effectivement les constantes vitales. Pour optimiser tout ce qui concerne le vélage. On pense qu'en 2025, on sera à 320 000 bovins équipés de capteurs avec derrière de la connectivité autour de la 4G, de la 5G, du NB-IoT, voilà. Ça, on va y venir avec Stéphane. Avec des drones qui sont utilisés, avec des tracteurs autonomes qui vous permettent de labourer un champ avec son conducteur, avec une précision de quelques centimètres.
Donc là, il y a un vrai challenge aussi, y compris en territoires très ruraux. Donc être porteur d'innovation, deuxième critère. Le premier, c'est l'emploi. Le deuxième, c'est être porteur d'innovation pour l'ensemble finalement de l'économie nationale. Et le troisième critère, c'est... Alors le troisième, c'est justement, ça rejoint ce que je disais sur Amsterdam, c'est l'international. Arriver à embarquer l'ensemble de la filière, embarquer le French model à l'international. Nous, on croit au numérique pour renforcer l'inclusion de tous et la cohésion territoriale, la cohésion des territoires. Donc c'est très d'actualité avec les gilets jaunes, avec tout ce qui se passe actuellement. On y croit, alors que le numérique peut être aussi un facteur d'exclusion pour ceux qui n'y ont pas accès, clairement. Absolument. Donc c'est important, me semble-t-il, ce qu'on a fait en France grâce à l'État, grâce aux collectivités, grâce aux opérateurs, grâce aux délégataires, grâce à tout l'écosystème, grâce à cette intervention publique-privée sur les territoires qui ne se limite pas à la seule force du marché, de faire la promotion de ce modèle à l'international. On commence à le faire au niveau des entreprises, notamment en Afrique francophone, assez largement, où on commence à avoir des réalisations de schémas directeurs d'aménagement numérique, de délégations de services publics, de partenariats public-privé, sur ce qu'on pourrait appeler des RIP de première génération, ce qu'on verra probablement sur le FTTH d'ici quelques mois ou quelques années. Et ce qui commence à intéresser fortement l'Europe, finalement, avec un temps de retard, c'est ce qui se passe aussi à Amsterdam, avec des pays comme l'Allemagne, comme l'Italie, comme le Royaume-Uni, comme la Pologne, comme l'Irlande, des acteurs comme Axion qui sont impliqués en Irlande notamment, et d'autres, qui sont donc embarqués pour améliorer la connectivité très haut débit dans ces pays, qui sont pourtant des pays développés, grâce à une intervention publique-privée. Voilà. Et je pense que c'est aussi un des motifs qui a conduit l'État à reconnaître cette filière au même titre que d'autres filières importantes sur la France. Voilà. Et si on allait exporter chez nos voisins allemands, ça nous changerait. On peut y penser, on peut peut-être même le faire. Stéphane Holbert, donc aujourd'hui, on a parlé de l'ensemble de ces écosystèmes qui sont en fait fabriqués par le numérique, avec lesquels le numérique est en lien. Le comité stratégique de filière, c'est des instances de travail, voilà. Donc on a parlé d'objets connectés. Comment ce comité va permettre de structurer peut-être une politique, une démarche d'ensemble de fusion, de convergence des réseaux pour intégrer peut-être demain la 5G, les objets connectés? Bon, déjà, on a un travail qu'on a entrepris également au sein d'Infranum dans cette réflexion. Hein. Aujourd'hui, tout le monde se félicite de la dynamique des réseaux d'initiatives publiques, l'arrivée d'offres commerciales nombreuses sur ces réseaux. Il va falloir faire en sorte de ne pas briser cet élan et de réfléchir à l'avenir. Et c'est effectivement un chantier, c'est comment on structure cet avenir, comment on oriente cet avenir pour éviter des discussions comme la réingénierie des réseaux plus tard, pour prendre en compte les nouvelles technologies. Si je fais un peu l'historique sur tout ce qui est... donc l'avenir pour nous, c'est les smart territoires. Oui. Si on fait un peu l'historique en termes de territoires intelligents, jusqu'à présent, les collectivités ont déployé des objets connectés. On parle de l'agriculture connectée, de la vache connectée. On a parlé avec M. Revert de la collecte des déchets. Beaucoup de collectivités ont déployé des objets pour contrôler l'éclairage, la signalisation routière, optimiser le stationnement, également rendre les bâtiments publics plus éco-énergétiques. On voit ces initiatives et tous ces projets, ces mises en œuvre sont concentrées sur des applications qui traitent de problèmes isolés et pas forcément avec une cohérence et qui effectivement peuvent plus tard poser cette problématique de réingénierer l'infrastructure et la solution pour la faire évoluer et d'amener de nouveaux usages. Et on voit que de plus en plus, il y a plein d'usages. On a des réseaux qui sont disponibles, on a ce socle numérique. On va monter et on va consommer de plus en plus de data et on va produire de plus en plus de données. Et comment on va pouvoir gérer ça? Je pense que M. Noël a déjà, à travers la région de Normandie, préfiguré via son ambition ce qui est les challenges de demain qui sont posés. Maintenant, il s'agit d'aborder la problématique des territoires intelligents
dans une approche beaucoup plus transverse, tant dans la vision que effectivement dans la gouvernance, effectivement pour structurer, pour orienter le travail des industriels bien sûr, mais également donner de la visibilité aux élus et personnes qui doivent prendre des décisions sur l'ensemble des projets qui se présentent à eux en termes de territoire intelligent. Alors c'est effectivement le gros chantier qui nous attend. En regroupant l'ensemble des industries et technologies dans une même instance, c'est l'opportunité d'adresser ce chantier dans les meilleures conditions pour pouvoir l'envisager. Alors pour essayer de donner peut-être très brièvement quelques éléments structurants, comment on peut structurer. Donc la base, bien sûr, c'est ce socle numérique qu'on connaît aujourd'hui à travers les RIP, que ce soit en termes de réseau fibre, mais également dans le mix technologique. Que ça soit en très haut débit, mais pour des objets connectés, c'est des technologies de type bas débit qui sont aussi nécessaires. Et donc c'est l'importance de travailler, de mettre en cohérence ce socle numérique pour pouvoir développer de nouveaux usages du territoire intelligent. C'est également ce qu'on a évoqué, ces orientations d'architecture à mettre en œuvre. Notamment, un aspect important, c'est dans le traitement des données, dans la capacité de calcul, et donc d'avoir des notions de data center, de sites d'hébergement de proximité, pour préfigurer aussi les usages futurs et ce que va requérir de la technologie comme la 5G, qui va demander des capacités de calcul près de l'utilisateur. C'est évoqué par Monsieur Noël, la gouvernance de la donnée. À travers ces réseaux, on va produire beaucoup de données. Et la souveraineté qui va avec. Et la souveraineté qui va avec. Et également, donc, c'est effectivement de produire des recommandations sur la gouvernance de la donnée. Regarder là où les plateformes de services, donc le côté serviciel neutre et ouvert, qui sera associé à cette gouvernance de données pour permettre à des PME locales de développer de nouveaux services pour ce territoire intelligent. Bien sûr, l'objectif est de faire, et c'est un peu ce que tu évoquais tout à l'heure, il faut qu'il y ait des modèles économiques qui soient viables derrière, mais également le cadre juridique. Et effectivement, c'est d'amener un certain nombre de préconisations, tant sur le cadre juridique et économique, qui permettront et donner confiance aux élus et aux décideurs d'investir dans de nouvelles solutions et ce type de solutions pour le territoire intelligent. Et le dernier point aussi important, effectivement, c'est ce côté évolutif en fonction des avancées technologiques. On parle de 5G, donc ça viendra demain dans le territoire pour amener de nouveaux services et de nouveaux usages. Et donc, il est important de le penser, d'appréhender dès maintenant ce cadre évolutif et éviter autant que possible des réingénieries sur des réseaux, sur des plateformes plus tard. Merci beaucoup. Alors, que de chemin parcouru, Régis Baudouin, depuis 2004, depuis la promulgation de l'article L1425-1 du Code général des collectivités territoriales, suite à la proposition de loi portée par le sénateur Leroy en Moselle et le sénateur Legrand dans la Manche. On voit que finalement l'initiative des collectivités fait émerger une filière industrielle. L'État dit, hop, France très haut débit, ça muscle encore cette filière, donc le public peut créer une filière qui est aujourd'hui reconnue par l'État et qui peut être demain dans l'avion du président pour aller à l'international. Absolument. Donc je voudrais juste rappeler 3 chiffres. 13 000 entreprises, 280 000 salariés, 52 milliards de chiffre d'affaires cumulés. Voilà ce que pèse aujourd'hui la filière qui fait l'objet de ce comité stratégique, et donc c'est effectivement tout à fait significatif. Je pense qu'on a là un modèle presque pur et parfait de coopération et d'articulation publique-privée, parce que finalement l'initiative privée a été première, l'initiative publique a permis de structurer un projet de développement national, et ce projet de développement national, avec les perspectives d'évolution technologique qui ont été rappelées, il justifie que cette filière, elle se structure bien davantage et qu'elle
les différents métiers qui, originellement, sont divers hein, au sein de cette filière, trouvent un cadre dans lequel échanger, envisager des projets communs, envisager des perspectives communes sur l'emploi, l'innovation, l'export, comme on l'a dit. Donc, ce sont plutôt mes collègues du ministère de l'Industrie qui à l'avenir, suivront la vie et l'activité de ce comité stratégique. Mais on est évidemment, nous, très heureux d'avoir, pour notre part, un peu contribué à cette émergence et à cette fédération. Et je félicite en particulier Infranum qui a joué un rôle tout à fait décisif dans cette mise en place. Merci beaucoup Régis, merci de m'avoir accompagné toute la matinée. Je vous invite à applaudir nos intervenants. Tout de suite, on va aller déjeuner.